Bonjour Céline Moll. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Oui, je t'en prie. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne tout d'abord? C'est rien, je crois que c'est venu tout seul. Comme c'était à 3-4 ans, je ne saurais pas dire exactement quoi. Ouais. C'était spontané, certainement cette envie de jouer des personnages qu'on a quand on est enfant et qui se prolonge adulte en fait. D'accord. Et du coup, par quel processus tu es passé les cours, les choses j'ai commencé par la danse de caractère, on appelle ça. C'est la danse classique, tendance commedia dell'arte. D'accord. Et donc quand j'avais 10-11 ans, la prof a commencé à donner des cours de théâtre. Donc je l'ai suivie. Donc j'ai commencé avec elle et puis ensuite j'ai pris des cours de théâtre. Je me retrouvais dans les cours pour adultes parce que j'avais déjà fait des cours. Et puis après, il y a eu le conservatoire du 15e. On a monté des pièces au lycée Buffon. Et puis les cours Jean Darnel, puis d'autres formations. Voilà. D'accord. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédienne? Il est arrivé quand je jouais au Théâtre du Nord-Ouest avec Gabriel Ledoz. Tu connais peut-être ce nom? Non. Gabriel Ledoz, c'est quelqu'un qui double Kevin Spacey, Gabriel Byrne, etc. Enfin, énormément. Okay, ouais. Voilà, c'est un super comédien de théâtre aussi. Et voilà, je joue avec lui dans un Molière et puis un jour il me dit mais il faudrait que tu viennes dans les studios, il y a une place pour toi, je suis sûre et tout. Puis moi c'est comme si je découvrais d'un seul coup qu'il y avait le doublage, que ça existait. Tu vois, parce que je pense qu'effectivement quand tu es enfant tu regardes des dessins animés mais tu percutes pas, même des séries. Et puis j'avais quand même 22-23 ans donc il était quand même temps de percuter et voilà, et donc j'ai été effectivement traîner mes guêtres pendant plus d'1 an à assister, à rentrer chez moi même à la fin en pleurant tellement j'en pouvais plus, puis il fallait que je gagne de l'argent parce que le théâtre me nourrissait pas et les spectacles pour enfants, les goûters d'anniversaire, tout ça c'était difficile. Et au moment où je me suis dit ça suffit, j'ai plus de temps à donner à ça, ça a commencé à marcher. J'avais posé tellement de graines partout que les directeurs de plateau se sont passés le mot et puis on a commencé à m'appeler et voilà. D'accord, ok. Tu te souviens de ton tout premier doublage? Je crois que, en tout cas parmi les premiers, je sais pas si c'est le tout premier, il y avait Hartley Cœur à vif avec Catherine Lelanne. D'accord. Et ouais, il y avait eu Dawson aussi, j'ai eu un petit. Voilà, c'était cette époque-là. J'avais fait des panouilles aussi, je crois, dans Star Trek à l'époque. Ouais, c'était le tout début. C'était le début, ouais. D'accord. Depuis, tu as fait du chemin. Oui. Parmi tes doublages les plus connus, on retrouve bien sûr Grey's Anatomy. Tu doubles depuis 17 ans maintenant, 17 ans passés, Hélène Pompeo, dans le rôle de Meredith Grey. Vous n'avez absolument aucun droit de mentionner le nom de ma fille, parce que si son père est mort, c'est de votre faute. Vous ne vous souvenez pas de moi? Meredith, laissez-moi, mais je me souviens de vous. Je me souviens de vous comme du lâche qui se tenait au-dessus de mon mari mourant. Tout va bien se passer. L'amour de ma vie. Et vous n'avez même pas essayé de faire une trépanation. Comment s'est passée cette rencontre vocale avec cette comédienne? On m'a appelée, comme ça se passe très souvent pour les séries. On fait passer des essais. D'accord. Et donc, comme voilà, on devait juger que j'avais une voix qui correspondait au personnage, et à l'énergie d'Hélène Pompeo. Et puis voilà, j'ai eu les essais et c'est parti. Tu te rappelles sur pas quelle scène, parce que ça remonte, mais c'était... Non, c'était... Ah non, pas du tout. C'était pas une scène d'amour, c'était pas une scène médicale, il y a quand même pas mal de termes. Maintenant que tu le dis, il est possible, il y a dû y avoir, à mon avis, pas qu'une scène, il devait y en avoir au moins 2. Et il est possible que ce soit sur la fameuse toute première, où je crois que c'est la première du premier épisode, où Meredith se réveille à côté de Derek, et on comprend qu'ils ont passé la nuit ensemble et puis qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils allaient au même endroit. Ouais. Arrivé il y a 15 jours de Boston, en fait c'était la maison de ma mère, je vais la vendre. Ah, je suis désolé. Pourquoi? Tu as dit c'était. Oh, ma mère est encore en vie, elle est... Tu sais, on n'est pas obligé de faire ça. Quoi? De faire quoi? Je veux dire qu'on n'est pas obligé de jouer à faire semblant de s'intéresser l'un à l'autre. Je vais monter me doucher. Ok. Est-ce que tu imaginais du coup pendant les premières saisons, 18 ans plus tard, cette série en serait là aujourd'hui en 2022? Non, aucun d'entre nous pouvait imaginer ça. On a compris que ça marchait bien et que probablement ça allait durer. Bon, il y avait quand même...
Alors de là, imaginez que... C'est vrai que c'est étonnant, c'est toujours étonnant. Hein, on a 18 ans, parce que là, on est dans la 18e année, on est en train de doubler la 18e. On sait qu'il y en aura une 19e. Chaque année, c'est un peu le suspense de tout le monde. Est-ce qu'une année de plus ou pas? Du coup, c'est incroyable. Aujourd'hui, Grey's Anatomy, c'est la série musicale la plus longue de l'histoire. Elle a dépassé la série Urgence. Est-ce que tu appréhendes la fin de la série et de devoir dire au revoir au personnage de Meredith? C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Non, je pense que, de toute façon, comme tout ce que je fais dans la vie, donc il y a chaque chose, son temps, tout ça. C'est vrai que j'ai un souvenir, ça j'aime bien le raconter parce que c'est pas anodin. Une fois c'était sur MI5, Spooks c'était le titre original, je sais pas si tu vois cette série d'espionnage, et c'était Kelly House, je crois, cette actrice. Vous savez l'hôtel où vous et Tom alliez? D'accord. Eh bien ce type était juste devant. Il se trouve qu'on l'a vu avec une équipe de surveillance à Heathrow ce matin. Il filait un type qui d'après nous s'appelle Michael Cararias. Ouais, c'est génial. Vous savez, on a un fichier complet sur les agents de la CIA présents sur notre sol. On n'est pas si nuls que ça. C'était Thierry Vermut qui dirigeait et il m'a pas dit que quittait la série, et pourtant ça faisait que 3 ans. Et quand ça s'est passé, c'était très étrange et j'ai vraiment eu l'impression que je quittais comme si c'est une amie que je n'allais pas revoir de toute ma vie, que je savais qu'elle n'était pas vraiment morte, mais que la vie allait nous séparer et que la distance, je sais pas. Et c'est la seule fois où ça m'a fait cette chose-là. Mais je ne pense pas que pour Meredith, ça me fera ça. Ce sera non pas un soulagement, parce que c'est vraiment... moi, je suis heureuse de faire ça, et j'y trouve beaucoup de mon compte, mais je crois que ce sera une parenthèse, une grande parenthèse qui se referme. Ok. À chaque début et à chaque fin d'épisode, on peut entendre ta voix sous forme de voix off et de leçons de vie de Meredith. Et croire que vous pouvez surmonter ça ensemble. Peut-être que vous devez seulement vous accrocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quoi qu'il arrive, ça craint, c'est sûr. ne pas lâcher prise. Est-ce que c'est différent à réaliser par rapport au doublage quand on double la comédienne à l'écran et on doit être synchro par rapport à la voix et puis c'est souvent des dialogues alors que là c'est vraiment une... C'est-à-dire différent dans le sens où je suis juste un pas de plus devant le micro pour la prise de son. Sinon c'est différent parce que peut-être je place pas ma voix de la même manière. Il y a peut-être je dirais pas c'est sentencieux, posé, mais il y a forcément une implication qui est un peu différente. Ok. À peu près en même temps que Grey's Anatomy, tu obtiens également un des premiers rôles dans la série Newport Beach, où tu doubles Misha Barton, dans le rôle de Marissa, à peu près dans les mêmes années. En même temps, ouais. Tu l'avais déjà doublé avant cette série, cette actrice? Est-ce que je l'avais déjà doublé, Misha Barton? Peut-être. Écoute, je sais plus. Je l'ai doublé après. Ouais. Peut-être dans... Je me demande... je me souviens plus. Il y a une série, peut-être elle avait fait un petit rôle dans une autre avant. Écoute, voilà. Souvent ça se passe comme ça, on te positionne sur une comédienne pour un épisode, pour un petit rôle, et puis après quand elle revient, du coup on te rappelle pour... oui, ça peut arriver, bien sûr, ouais, ça peut arriver, parce qu'on est du coup référencé, notamment sur RS Doublage. Super page de Rénal. Ouais, bravo, un super boulot. C'est une drôle d'histoire, ça aussi, c'est chouette. Là, en l'occurrence, je sais pas, je pense que c'est aussi une énergie de jeu, cette actrice-là. Mais je suis pas sûre, non, je crois pas que je l'avais déjà faite. Les aficionados sauront mieux que moi. Des fois, on est surpris, on dit oui, ah bon, j'ai fait ça, oui. Ok. Donc je vais sécher les cours aujourd'hui. Et puis à quoi ça me servirait de tout savoir sur les Aztèques? Rien, ça va sans dire. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Et tu veux faire quoi alors? Je pourrais te donner une leçon de surf. Parfait, sublime idée. Je me prends une douche et on y va. Tu as également doublé Emmanuelle Chriqui dans le rôle de Sloane dans la série Entourage, Kristen Connolly dans House of Cards dans le rôle de Christina. Dans Being Human, tu prêtes ta voix à Megan Ruff dans le rôle de Sally Malik. Tu peux nous expliquer l'histoire de la série et ton rôle? Dans Being Human ouais. Oui, alors cette série, il y avait déjà une série d'ailleurs, je crois, canadienne, et donc ils ont refait une adaptation américaine. J'étais avec
Thomas Roditi et Damien Viteka. On faisait un trio très sympa sous la direction de Philippe Blanc. Et ouais, c'était chouette, c'était chouette. C'est drôle comme d'ailleurs ça associe des périodes. Je pense que ça nous fait tous ça. On associe des périodes de nos existences des fois à certaines tranches de doublage. Ouais, c'est ça. Il y avait un loup-garou, un vampire et moi j'étais un fantôme en fait. Voilà. Et du coup le concept était rigolo parce qu'ils avaient chacun des prérogatives, des particularités et puis ils étaient confrontés à différents problèmes et c'était pas mal fait. Le second degré, de lecture par rapport à la condition humaine, quoi. Alors, en fait, on visitait la condition humaine au travers des conditions des personnages paranormaux, quoi. D'accord. Ouais, c'était marrant. Oh non. Un agent immobilier? C'est notre maison, c'est ma maison, et toi tu veux la vendre? Et sans avoir prévenu les garçons, t'es vraiment un pur salaud. C'est également toi qui double Jennifer Lawrence dans la saga X-Men. Ouais. Tu l'avais jamais doublé avant ça. Le Non. doublage d'un blockbuster, c'est différent d'un autre type de film ou de série à doubler? Non, juste tu comprends rien, mais non, mais c'est vrai qu'X-Men à chaque fois on était là, mais, comme on les voyait pas avant et qu'on arrive juste pour doubler nos scènes, c'est vrai que les X-Men c'est quand même assez compliqué. T'arrives, t'es là, et ce qui était rigolo, c'est que moi je les ai fait, c'était Jean-Pierre Dora qui dirigeait les X-Men et il était drôle parce que t'avais l'impression qu'il comprenait pas plus que toi, mais il était c'était très bien par rapport à la direction d'acteur et tout, mais il en jouait quoi, de nous dire bon on ne comprend pas, mais on dit mais c'est super sympa à faire, c'est sûr. Ouais. Alors après, plus de pression, là où c'est différent, non la pression, oh tu sais la pression, on fait notre travail avec autant de, je pense que non, c'est pas vraiment de la pression. Par contre, ce qui est, la différence, tu as raison sur ce type de produit, on appelle ça un peu, c'est le confort. On est parce que ce sont des gros machins protégés. C'est comme peut-être t'allais en parler ou je sais pas, mais le dernier Nolan, Tenet. Ouais. Ils sont parano et tout, et ils ont peut-être raison, je sais pas, mais en tout cas, donc tu travailles avec un écran noir et blanc, avec écrit property of je sais pas quoi, qui passe en notamment pour le Nolan, t'as juste on a déjà dû te raconter ces trucs-là. Donc c'est vrai que nous, travailler dans ces conditions, c'est contre-productif. Et t'as envie de dire, mais les gars, vous voulez vraiment que votre objet artistique parvienne au mieux possible aux spectateurs, parce que nous on fait partie de la chaîne, quoi, du deal, donc aidez-nous. Ouais, c'est ça. Nous là on sait même pas où on est, on sait pas dans quel, tout ce qui est l'invisible en fait. Un minimum d'informations et d'images. Bien sûr, bon, c'est tout. Ouais, c'est la seule. Ramène. Ce n'est plus mon nom. Je le tenais. Justement. Allez, foutons le camp, tout le monde dehors. Eric est pas là? Je travaille seul maintenant. Tu as également prêté ta voix dans la série animée Totally Spies, où tu doubles Alex. Et Mandy. Et la peste Mandy, tout à fait. Alors là, du coup, l'énergie, l'attitude du personnage par rapport à Meredith, c'est complètement deux extrémités. Oui, mais d'ailleurs c'est rigolo parce que, alors je sais pas si c'était parce que je doublais Meredith ou parce que les gens, je sais pas, c'est toujours entre ce que tu représentes, ce que les gens croient percevoir de toi. Et moi, j'ai toujours adoré quand certaines personnes, certains directeurs de plateau en l'occurrence, savaient qu'ils pouvaient au contraire me mettre sur des dingues et des trucs barrés, parce que c'est au contraire ce qui finalement me correspond peut-être le plus. Bon. Mais après, c'est pas grave. Je sais bien pleurer aussi, donc on t'appelle pour certaines choses. Et c'est vrai que du coup, les Totally Spies, c'était pas quand même une grosse récréation avec Philly, Claire, la bande, il y avait Donald. Les passages de Christophe Lemoine, Adrien Antoine, tout ça, la fine équipe. Et puis on était sous la direction de Françoise Blanchard, qui était un personnage assez étonnant. Et on était en roue libre. On avait une vraie latitude de création parce qu'on n'écoutait même pas la version américaine, bien que ce soit un produit français. C'était d'abord doublé en anglais, en américain. Pourquoi, voilà.
Et en fait, nous, on s'en foutait parce qu'on l'écoutait pas. L'idée, enfin, ça nous apportait rien, tu vois. Ouais, ouais. L'idée, c'était qu'on amène notre petite patte un La peu petite touche, franchouillarde à des idées, ces trois nénettes qui vivent à Beverly Hills. Bon, bah, voilà. Et c'est des super souvenirs. Ouais. J'aime beaucoup cette série parce que déjà d'une part, bon bah c'était déjà à l'époque, ça commençait à monter un mouvement féministe. C'était les filles peuvent sauver le monde, C'est quoi, ça. dans la lignée de Drôle de Dame, Cat's Eyes, tout ça. Enfin, il y avait ce trio avec le Jerry, le père Donda. Et puis le message profond de la série, c'est quand même tous les méchants sont des frustrés. Donc, démerde-toi pour pas être frustré et tu seras heureux, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, si les enfants ont intégré ça, c'est bon. C'est clair, c'est clair. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. C'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Et moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé. Non, tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Du coup, entre Alex, Meredith et Mandy, laquelle te correspondrait le plus? Quand même Meredith, quoi. Meredith. Ouais, bah oui. Dans le doublage, pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué au début? Quand tu dis au début, tu veux dire au début... Quand tu démarres dans le doublage. Quand j'ai démarré. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Je pense que c'était de faire fi de la rythmo, de jouer. Voilà. J'avais plutôt une prédisposition à y aller, quoi, donc à jouer. Mais ça reste une particularité à intégrer, quoi, qui peut prendre un peu de temps parce que forcément tu sais que tu risques de vraiment passer pour une nouille si t'es complètement à côté et que voilà, quoi. Donc t'as beau jouer, si t'es pas en place, voilà. Donc c'est vraiment l'assemblage des deux, hein. Il y en a pas un moins que l'autre malgré tout quand même en doublage. Et peut-être c'est ça, ouais, c'est de penser, le principal c'est de jouer, en fait, hein. Donc, oui. voilà. Ok. Parmi tes différents doublages, y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été pour toi le plus difficile à réaliser? Un souvenir de doublage difficile? J'ai un souvenir, effectivement. Ça, c'était avec Claudio Ventura. C'était un film Arte, je crois. Comme certains films Arte, c'est pas toujours la teuf. Et là, c'était une sorte de huis clos allemand. Un couple, tu vois, qui s'entend pas, tout est sourd, tout est... Voilà. On a passé, je crois, 3 jours là-dessus. Et en fait, à force de sédimenter cette espèce d'énergie hyper lourdos, quand je me rappelle de rentrer en RER et tu vois, d'arriver chez moi et de devoir carrément pleurer pour évacuer quelque chose. Parce qu'en doublage, finalement, tu travailles, tu fais beaucoup de scènes en peu de temps par rapport à ce que tu fais en cinéma. Ouais. Et t'as pas de préparation, t'as pas tout le monde qui est là derrière, ma chérie, tu veux te reposer, tu veux ceci, enfin voilà. Et puis les directeurs de plateau sont pas toujours finalement, je sais pas comment dire, ils prennent pas forcément la mesure des fois de l'impact que ça peut avoir quand t'y vas, quoi. Enfin, tu dois rentrer rapidement dans le personnage, prendre toutes les émotions et puis... Et quand en plus t'as l'impression que c'est juste comme si t'étais comme si t'étais au bureau. Enfin, je dis pas, mais donc des fois c'est difficile parce qu'effectivement ça peut être pesant, ouais. Ça peut être. Il y a une époque où je travaillais beaucoup et j'avais eu plusieurs essais de plusieurs séries, et puis et tout. Et c'est vrai que pour moi c'était beaucoup. Je vois, c'est vraiment mon expérience singulière. 5 jours par semaine, parfois 6, ça pouvait arriver. En fait, j'avais plus de jus. Ouais. J'avais plus de jus pour moi, quoi. Et c'était trop. Ouais. Parce que aussi, la différence du théâtre, du cinéma, on n'a pas de retour. Ouais, c'est ça. Oui. On n'a pas vraiment. C'est ça, face à l'écran et le micro et voilà. Voilà, il n'y a pas d'échange avec un public, il n'y a pas, tu te dis au bout d'un moment, de toute façon, il y aura un retour parce que. Donc tu fais, et donc le retour finalement,
Ouais, je peux parler de ça parce que c'est une anecdote assez impressionnante. Enfin, ça l'a été pour moi cet été. C'est venu hyper tardivement par rapport à Meredith. Ouais. Cet été, tu as peut-être entendu le dire ou d'autres copains ont eu la même expérience. Il y a eu une sorte de buzz sur TikTok. Avec les dédicaces, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'un seul coup, à partir du 23 juillet, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. Ils sont venus me chercher sur Instagram, me demandant des dédicaces vocales et tout. Mais c'est pas que me demander, c'est aussi, la plupart avaient la gentillesse et l'élégance d'aussi me faire un message en me disant vous êtes dans ma vie depuis tant d'années, votre voix et des trucs, mais j'étais hyper émue, tu vois. Il y a des mecs qui sont devenus médecins parce qu'ils regardent Grey's Anatomy, il y en a, ils me disaient je vous écoutais pendant le confinement, j'étais interne, ça m'a fait tenir, c'est votre voix, enfin tu fais waouh, mais alors puis d'un seul coup tu te dis bah ouais chouette, donc en fait, c'est le retour. Voilà, il y a eu, tu vois, avec un grand décalage comme ça, ce retour-là. Mais c'est vrai qu'en doublage, on l'a pas. Alors, bon, ça nous manque pas forcément, je veux dire, c'est pas, mais ça joue sur certains aspects du métier en soi, quoi. Maintenant, lequel t'a laissé le meilleur souvenir? C'est difficile, souvent il y en a beaucoup. Mais... Non, je crois que finalement c'est peut-être les Totally Spice quand même. Totally Spice, pour l'ambiance, pour... Bah ouais, le champagne, tout ça, quoi. C'était champagne, hein. Ouais. Je suis très en colère. Tu m'avais promis que tu m'offrirais cet album. Tu sais combien la musique de Laughing Seabird me fait du bien. Alors maintenant, tu te bouges le cul. Tu vas à la Fnac ou chez ton disquaire, je veux rien savoir. En plus de ton métier de comédienne, tu es également chanteuse. Ouais. Tu as fait d'ailleurs une vidéo promo avec Meredith Grey, j'ai adoré l'idée, où tu détournais un petit peu une scène de Grey's Anatomy, où tu parlais de son album et tu en faisais la promo. J'en ai fait plusieurs, effectivement. Je l'ai faite avec Derek, avec Amelia, avec Christina. On s'est bien amusé à faire ça, Bah, tant qu'à faire, hein. Bah oui, c'est ça, Et du coup, parle-nous un petit peu de ton album, de toutes tes actualités en cours. Ouais, bah, il est sorti donc en fin mai dernier, suite à 3 clips aussi, une trilogie de clips. Et c'est un album de folk pop en français et en anglais, voilà, qui s'appelle The Transformation Place. Et mon nom de chanteuse, de musicienne, c'est Laughing Seabird. Voilà, on peut tout trouver partout, sur YouTube, sur Facebook, on peut le trouver à la Fnac. Et voilà, on fait un prochain concert à 4 parce que je joue soit à 4 avec en tout cas mon contrebassiste, batteur et guitariste, plus moi la guitare. Ça, ce sera le 1er juin à l'Archipel. D'accord. Et puis sinon, je fais des dates seules aussi. Voilà. Ok. Du coup, il y a un film aussi? Oui, il y a un l'affiche d'un film? Oui, on a été tourné ça à Saint-Pierre-et-Miquelon en fin 2019. La sortie était initialement prévue l'an dernier, en fait. Il a été décalé d'1 an, on sait pourquoi. Et voilà, ça s'appelle Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec Philippe Rebaud aussi, Claire Nadeau, Jules Citruc, Patrick Bouchité qui fait mon papa. Voilà, Valérie Mérès, Dominique Pinon. Et puis c'est une comédie un peu décalée qui nous emmène effectivement sur ce territoire que peu de gens connaissent. Et c'est une sorte de quête initiatique. Voilà. Et ça sort le 25 mai prochain. Ok, bah écoute, on sera tous au cinéma le 25 mai alors. Oui. Et la première semaine, c'est tellement important. Ça va vite, surtout en ce moment. Bah écoute, merci beaucoup Céline. Avec plaisir. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière, notamment dans le doublage. Comment Meredith Grey terminerait cette interview? Elle pourrait dire le carrousel n'arrête jamais de tourner, alors profitez à fond. Merci beaucoup.